le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif. Le Balado Le Planif traite de fiscalité et va traiter des aspects légaux, des assurances, les protections, la succession, la retraite, plein de choses. Puis des fois, les mots, on ne sait pas tout à fait ce que ça veut dire et quels sont l'impact pour l'avenir. Notamment, juste les plus utilisés, je pense, dans le jargon et peut-être aussi ici au Balado Le Planif, REER et CELI. Mon cœur balance. Lequel est le mieux pour moi? REER, CELI. Mais lequel est le mieux pour la société? Lequel a le plus d'impact? Il y a une étude vraiment très intéressante sur le sujet, sur l'impact sur les finances du Québec d'ici 2060. Et on a un stock d'épargne. Le saviez-vous? Moi, j'ai découvert ça. Il y a un stock d'épargne qui double en 35 ans. C'est ça la révélation que j'ai vue. Les actifs REER CELI des Québécois en milliards de dollars. La dernière fois qu'on a pris la mesure, c'est en 2023. On est à quelque chose quand même d'exceptionnel, là, près de 500 milliards, mais ça s'additionne et ça pourrait toucher les 1000 milliards en 2060. Est-ce que ça peut fragiliser les finances du Québec? Il y a une étude sur le sujet et vous en saurez davantage. Le balado, le planif. Au Balado Le Planif, on reçoit Pierre-Carl Michaud, qui est titulaire de la chaire de recherche Jacques Parizeau en politique économique, professeur titulaire au département d'économie appliquée au HEC Montréal et fellow au Cyrano. Bonjour Pierre-Carl. Bonjour. Et il y a une vaste étude que vous avez publiée récemment, début 2026, et ça m'intrigue parce que je pense que c'est la première fois qu'on est allé aussi loin dans l'analyse de l'épargne à l'abri de l'impôt. Oui, tout à fait. On s'intéressait vraiment à cette question-là parce qu'on dépense, c'est-à-dire les gouvernements ne collectent pas autant de revenus qu'ils pourraient le faire en donnant un avantage fiscal très, très important à l'épargne, à travers en particulier le REER et le CELI. Ouais. Puis on voulait voir non seulement c'est quoi le portrait aujourd'hui de ces avantages-là, et puis dans le futur, comment ça allait évoluer essentiellement. Ça allait-tu augmenter, ça allait-tu baisser? Ben oui, parce que quand on y pense, le CELI, c'est de l'argent après impôt. Si c'est de l'argent après impôt, ça veut dire que la croissance future ne sera pas imposable. Et dans le cas du REER, là, on a un break, on a une pause. Pendant de grandes années, de longues années, la croissance se fait à l'abri de l'impôt. On ressort ça à la retraite et si on a un taux d'imposition moindre, il y a une perte là, pour le fisc. C'est ça. Essentiellement, le gouvernement, avec le REER, il donne son avantage fiscal plus tôt. Donc, dans le fond, il va avoir des revenus plus tard, mais il nous prête. Et essentiellement, on se prête de l'argent pour, dans le futur, recollecter ces recettes-là. Tandis que le CELI, ça demande une discipline plus importante parce que là, d'un point de vue d'un gouvernement, on a les revenus tout de suite, mais on ne verra plus jamais rien par la suite. Donc, s'il y a une transformation au niveau de ces comportements-là, si par exemple le CELI est davantage utilisé dans le futur, puis c'est ce qu'on prévoit, il y a un changement, si on veut, de timing pour les gouvernements, puis ils doivent faire très attention à ça, puis un peu prévoir ces questions-là. Ce qu'on a entendu souvent dans le passé, c'est des gens qui disent avec Retraite Québec, avec les pensions fédérales, on n'aura peut-être pas assez d'argent, on est mieux de s'en coller tout de suite et puis on va se retrouver dans les années 50 ou 60 avec des gros déficits. Mais le REER et CELI pourraient aussi avoir une forme d'incidence pour la santé des finances publiques. Tout à fait. Déjà dans les années 1990, il y a des gens qui parlaient du REER, disaient le REER, ça va être bon parce qu'au moment où on va être pris avec le vieillissement de la population, tout ça, les années aujourd'hui, c'est les années qui s'en viennent. Essentiellement, on va avoir cet impôt-là différé qui va commencer à nous aider à financer, par exemple, services publics, santé, et ainsi de suite. L'enjeu avec ça, puis si on peut y revenir, c'est que les gens, ils laissent, étant donné que c'est de l'impôt différé, puis là, ils ont l'argent dans le REER, ils veulent pas nécessairement que c'est devenu un fer, ils veulent pas nécessairement le décumuler tout de suite, ils veulent le laisser le plus longtemps possible. Donc, les retraits du REER qu'on observe sont pas aussi élevés que ce que peut-être on aurait anticipé. Fait qu'il y a tout un enjeu vraiment important puis captivant de timing pour les gouvernements de voir comment est-ce qu'on réfléchit à cette question-là, puis aussi réfléchir à y a-t-il des moyens de changer les choses pour le futur, pour les futurs cotisants. Là, c'est sûr qu'on parle pas de changer les règles pour les gens qui ont déjà de l'argent dans les REER, ça serait
scandaleux de le faire. Là. C'est des véhicules d'épargne où on a fait des promesses aux gens. Là. On a dit ça va se passer comme ça dans le futur. Ouais. Cependant, ce qui pourrait arriver, c'est si les gouvernements ont de la difficulté plus tard à financer les services publics, ils pourraient hausser les taux d'imposition. Puis là, les gens qui ont de l'argent dans le REER, ben, c'est sûr qu'ils pourraient se retrouver à payer beaucoup plus d'impôts. Encore des clauses grand-père avec les nouveaux cotisants, des nouvelles règles. Peut-être que... Mais vous observez finalement que la situation n'est pas si dramatique quand on projette en 2060 même. C'est ça. Mais d'abord, parler du niveau. Là, c'est sûr que ce que les gouvernements consentent comme avantage fiscal dans le langage, on appelle ça une dépense fiscale. Okay? Ouais. Fait qu'essentiellement, on réduit nos revenus volontairement en donnant un avantage. C'est quand même substantiel. Ça représente à peu près 11 % des recettes de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est important parce que... Ouais. Mais ça a un objectif d'inciter à l'épargne. Et donc, par la suite, on veut voir comment ça va s'en aller dans le futur, comment ça va évoluer. Puis, ce qu'on voit essentiellement, le déplacement vers le CELI, parce que c'est ce qu'on observe. Il n'y a pas plus d'argent au total dans ces deux produits-là en pourcentage de l'impôt sur le revenu, mais il y a un transfert clair. Le CELI va devenir beaucoup plus important, le REER moins important, mais grosso modo, le 11 % qu'on a maintenant, on projette, puis là, il y a beaucoup d'incertitudes dans ces choses-là, mais le statu quo nous donne à peu près la même chose dans le futur. Donc, il n'y a pas un argument de dire « Ah, ben on se dirige vers un mur, cette chose-là va devenir incontrôlée, ça va représenter 20 % de l'impôt sur le revenu. » On ne semble pas prévoir ça, du moins dans les scénarios qu'on a analysés. OK. Ben, dans les scénarios alternatifs, vous confirmez donc que des changements de règles peuvent avoir des effets significatifs. L'abolition des cotisations au CELI mènerait à la disparition des stocks. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire essentiellement que si on arrêtait de cotiser au CELI, on n'abreuve plus ces comptes-là. Hein? Donc, les montants accumulés dans le CELI, essentiellement, les gens qui en ont déjà vont commencer à retirer de l'argent. Mais il n'y aura plus d'apport. Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que les gens qui mettaient de l'argent dans le CELI, et là, par exemple, on ne leur permettrait plus de le faire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et là, les résultats de l'étude montrent que c'est très intéressant, c'est que s'ils le mettent dans des comptes non enregistré. L'épargne traditionnelle, compte de placement. Ben, il ne se passe pas grand-chose. C'était déjà de l'argent après impôt. Ça reste de l'argent après impôt. Puis là, on va avoir un petit revenu qui va venir du rendement de l'épargne. On va le taxer maintenant. Si cependant, ils utilisent le REER, ça va aggraver le problème des finances publiques à court terme. Parce que là, les gens vont déduire ça de leur revenu. Ça va être une dépense fiscale additionnelle. Une sortie d'argent pour les gouvernements. Qu'on n'avait pas avec le CELI. Donc, il faut faire très attention. Plusieurs propositions qu'on entend qui disent, réduisez le CELI, il faut abolir le CELI. Ainsi de suite, faites attention parce que si les gens reviennent au REER dans des années, par exemple les 10 prochaines années où on a énormément besoin d'entrée d'argent fiscal, là, le timing va jouer contre nous parce que si ils mettent l'argent dans le REER, ils vont avoir une déduction puis donc une dépense fiscale additionnelle. Peut-être vous n'aviez pas à ce moment-là assez de données puisque le véhicule il est tout nouveau, mais le CELI App, c'est un CELI vitaminé, celui-là, avec les avantages du REER qui permettent de déduire les cotisations. Là, lui, en termes de véhicule d'épargne, puis là, sans rentrer trop dans les termes techniques, là, on appelle ça un EEE, là, tout est exempté. La cotisation est exemptée, le rendement est exempté et la sortie est exemptée si on l'utilise pour acheter, par exemple, une maison. Donc, ce véhicule-là, là, qui a un maximum pour le moment, je pense, de 40 000 C'est ça, 8 000 par année. 8 000 par année. C'est clair qu'on rajoute une couche additionnelle, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas l'utiliser éventuellement pour acheter une maison. À ce moment-là, ils peuvent le transférer vers un REER. Et donc, on peut le voir un peu comme une bonification, une augmentation des plafonds au REER en particulier, parce que ça permet à des gens qui auraient mis accès, par exemple, au REER, mais que plus tard se disent, plus tard, je transférerai ça, tu pourrais... Donc, ça se rajoute essentiellement à l'ensemble des véhicules d'épargne fiscalement avantageux. Ce qui me fascine dans le genre d'études que vous avez menées avec d'autres confrères, dont Luc Godbout à l'Université de Sherbrooke, c'est les données, l'accès aux données. D'où viennent ces chiffres-là? C'est ça, c'est fascinant parce que là, au lieu de travailler avec juste des données agrégées là, qu'on va chercher à Statistique Canada, là, on avait accès aux fichiers de vous et moi, de tout le monde, anonymisés, bien sûr, les fichiers fiscaux sur une longue période d'années, sur une quinzaine d'années. Et donc, à partir de ça, on est allé vraiment chercher l'information granulaire, par exemple, par niveau de revenu, par âge et ainsi de suite. Et donc, il y a plein de résultats dans l'étude qui sont fascinants, qui montrent que l'avantage fiscal du REER et du CELI, il profite
profite énormément aux gens aisés à haut revenu, très peu aux gens à faible revenu. Donc, ça nous permet d'avoir tous ces constats-là, toute cette richesse-là au-delà des projections agrégées. Puis cet accès-là aux données, ben, ça l'aide énormément les décideurs parce que par la suite, on leur montre essentiellement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quel genre de constat on peut tirer, qui utilise le REER, qui utilise le CELI, à qui profite l'avantage et projeter ça dans le futur. OK. Alors, j'ai entendu que les plus riches s'enrichissent davantage grâce à ces véhicules. Vous y allez avec des conclusions, avec des analyses. Ben, voici les résultats. Est-ce que vous poussez quand même soit des solutions ou une forme de conseil aux régulateurs? Dans l'étude, on a voulu faire attention de montrer des scénarios où simplement de manière un peu générique, on réduisait l'accès ou on augmentait l'accès à un des véhicules pour voir un peu ce qui se passait. Quand on sort du contexte de l'étude, c'est sûr que cet avantage fiscal-là, puis souvent ça surprend les gens quand je dis ça, hein, c'est 11 des recettes. On a très peu d'évidence sur ça fonctionne-tu vraiment pour inciter l'épargne. La question que l'économiste veut poser, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent dans ces comptes-là. Donc, on se dit, hey, ça fonctionne. Ouais. Mais cependant, on se demande, ben, s'il n'y avait pas eu ce véhicule-là, est-ce que les gens auraient épargné autant? Okay. Et ça, au niveau scientifique, on n'a pas énormément d'évidence sur ça. Mais c'est même contradictoire dans la littérature internationale. Est-ce qu'un avantage fiscal induit nécessairement davantage d'épargne? Puis l'intuition pour ça est simple. Quand, bien sûr, on réfléchit tous, quand on a un avantage fiscal à épargner, on se dit on va épargner plus. Ouais, ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, pour le même montant d'épargne qu'on va mettre dans un compte, si les rendements ne sont pas imposables, l'argent que je vais accumuler va croître beaucoup plus rapidement. C'est sûr. Puis donc, si j'ai une cible d'atteindre 200 000 à 65 ans, ben si le rendement n'est pas taxé versus s'il est taxé, ben, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'épargner autant. Je pourrais même réduire mon épargne. Et on le voit aussi en planification financière, effectivement. Exactement. Donc, ces effets-là, au net, on ne le sait pas vraiment. Puis c'est particulier parce qu'on a 11 on se prive de 11 de nos recettes dans ces produits-là. Donc, oui, je pense qu'il y a des pistes pour réfléchir. Je pense que les inégalités, c'est un point intéressant que, étant donné que l'avantage est surtout accaparé par des gens quand même très fortunés, très aisés, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de repenser les plafonds, de revoir ces choses-là. Et ça touche un autre sujet qui est quand même super important au Canada, puis on se fait taper ses doigts à l'international beaucoup, c'est les régimes complémentaires de retraite pour les gens qui ont des revenus au-dessus de la moyenne. Là. On a une très faible couverture, puis une couverture qui diminue dans le temps de ces régimes-là. Le REER et le CELI, en ce moment, ben, c'est la soupape. Les gens utilisent ça pour venir complémenter ça. Mais il y a plein d'autres pays, l'Angleterre, l'Australie, qui ont des solutions alternatives où on a des REER, mais ce sont des REER simplifiés, automatiques, où on met de l'argent, c'est placé dans des options très simples d'investissement à faible coût de gestion. Donc, d'un point de vue de société ou de penser à comment on épargne, ben, oui, aussi, on peut regarder le REER et le CELI dans ce contexte-là, puis réfléchir, ben, est-ce qu'il y aurait d'autres façons de faire? Donc, comparé à d'autres pays du Commonwealth, vous avez remarqué que le Canada a des croûtes à manger? Oui, bien, c'est pas nous qui disons. Le Mercer fait un classement des régimes des systèmes de retraite à chaque année qui publie depuis plusieurs années, puis le Canada glisse depuis un bon nombre d'années là-dedans. Puis toujours sur le niveau du niveau de revenu que le système de retraite donne, ce qu'on appelle adéquacy en anglais, ben le Canada glisse toujours quand même pas mal sa note. Et ce qu'on reproche au Canada, c'est que nos régimes de retraite publics sont très bons pour les gens en bas de la moyenne. On a des très hauts taux de remplacement à la retraite, taux de remplacement, les revenus en fonction de nos revenus de travail, revenus de retraite en fonction de revenus de travail. Mais cependant, dès qu'on sort un peu de ça, on s'attendait au début de notre système de retraite, quand on l'a mis en place, à RRQ, ainsi de suite, on s'attendait à ce que les employeurs soient très, très présents au niveau des régimes complémentaires de retraite pour les gens au-dessus de la moyenne, parce que là, les régimes publics ne fournissent pas un taux de remplacement très élevé. Et ben, ce qui s'est passé dans le temps, puis c'est la concurrence internationale, c'est plein de choses, ben, la protection des régimes complémentaires de retraite diminue dans le temps, si on l'observe au Canada. Et donc,
donc les taux de remplacement des gens, disons, au-dessus de la moyenne, s'ils n'épargnent pas volontairement à travers des REER, des CELI, s'ils n'ont pas un bon planificateur, un bon plan, ils peuvent se retrouver avec des surprises à la retraite. Et donc, il y a une certaine fragilité ou un manque de résilience de notre système de retraite au niveau de la médiane. Donc, cette discussion-là, REER, CELI, elle fait partie de cette discussion-là plus large. Puis donc, au-delà des constats de l'étude, je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça. Non seulement qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce 11 % de dépenses fiscales, est-ce qu'on peut le réallouer différemment, mais aussi comment est-ce qu'on peut réfléchir à notre système de retraite. Personnellement, Pierre-Carl, quand tu as participé à l'étude, est-ce que tu avais déjà peut-être des petites idées préconçues ou avais-tu une attente face aux résultats? J'en avais deux. Une première, je m'attendais à ce que donc l'avantage fiscal, là, il augmente dans le temps en pourcentage de l'impôt sur le revenu. Donc, je pensais pas qu'il y avait vraiment cet effet-là de transfert très important entre le REER et le CELI. Donc, ça m'a surpris, l'étendue de ce transfert-là. Le deuxième constat qui m'a surpris, c'est l'importance ou la distorsion vers les hauts revenus de l'avantage fiscal. Des chiffres que j'ai regardés récemment, là, sortis de l'étude, mais que j'ai recalculés, c'est presque la moitié de l'avantage fiscal du REER-CELI qui est dans le top 10 % des revenus. Donc, c'est très concentré. Okay. Et donc, toujours dans ces... Donc, les plus riches s'en occupent, ils cotisent. Ils cotisent, puis ils bénéficient de cet avantage-là. Mais à tel point que ça représentait la moitié, ça m'a surpris. Okay. Et c'est toujours ça, ce genre d'études-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on a des espèces d'a priori. Parfois, puis je dis très souvent, parfois, on trouve une réponse complètement différente de ce qu'on pensait. Ici, oui, il y a des éléments qui sont différents, mais c'est surtout les chiffres, le quantitatif que je trouvais qui m'a surpris. Puis ça, c'est bon parce que ça raffine par la suite. Tu sais, ça fait longtemps qu'on fait de la recherche sur ces questions-là. Mais chaque étude, c'est comme une pierre dans l'édifice des connaissances, puis les études des autres, ainsi de suite. Puis là, on rajoute de la connaissance. Puis là, à un moment donné, quand le décideur nous demande, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le REER? Là, on a un paquet de connaissances où on peut leur dire, voici ce que vous pourriez faire, voici des options où on peut évaluer ce qui est mis sur la table par exemple, des partis politiques ou autres. Oui. Alors, donc, dans l'étude, on se rend compte qu'il y a assez d'argent, ça ne fragilise pas tant que ça l'appareil public. Mais qu'est-ce qui pourrait faire basculer? Qu'est-ce qui pourrait créer un effet négatif où, à ce moment-là, il y aurait des questions sérieuses à se poser? Ça dépend beaucoup de l'utilisation qu'on fait de ces véhicules-là. Par exemple, donc si on a un effondrement additionnel de notre système d'épargne ou de retraite et puis que les gens... Les coûts de santé augmentent terriblement. Et là, c'est aussi ces sommes-là, il faut être capable de les utiliser. Il faut pouvoir les utiliser. Donc je pense que c'est beaucoup des questions de timing, de dire est-ce que les gens vont laisser l'argent dans les REER dans les années à venir jusqu'au décès pour les léguer? Ou est-ce qu'ils vont les sortir avant? C'est énorme là, ce qu'il y a dans les REER à l'heure actuelle. Puis on a même de la misère à le chiffrer. Là. Le montant total là, qu'il y a dans les REER, là, c'est pas évident. Puis je ne rentrerai pas dans les questions techniques. Et donc, prévoir, est-ce que les gens, les comportements à venir des boomers là, et ainsi de suite, là, est-ce qu'ils vont la sortir, par exemple, parce qu'ils en ont besoin pour les soins à domicile ou pour l'hébergement privé parce qu'ils n'auront pas de place en CHSLD? Est-ce qu'ils vont la sortir rapidement? À ce moment-là, d'un point de vue des revenus fiscaux, c'est bon parce que là, on vient collecter... ça nourrit l'État. Ça nourrit l'État. Cependant, c'est plutôt non, on veut léguer aux enfants puis on y touchera pas, mais en même temps, on veut des bons services publics. Là, l'État a comme un problème parce que dans ce contrat-là du REER, c'est une question d'impôt différé. Et donc, je dis toujours, surtout à des gens retraités, je dis toujours, en même temps, on veut des bons services publics, en même temps, on veut laisser l'argent dans les REER. Il y a ces deux questions qui sont reliées à un certain moment donné. Il faut peut-être en discuter. Le balado, le planif. La question du beau-frère. Pierre-Carl Michaud demeure avec nous pour la question du beau-frère Juan de Drummondville. Le CELI, c'est du niaisage. Ça rapporte presque pas. On devrait flusher ça, n'est-ce pas? Alors, pour démêler la question de Juan, d'abord, CELI versus REER, c'est beaucoup une question de fiscalité, de taux d'imposition. CELI, c'est bon quand on a un taux d'imposition qui est donc de l'argent qu'on va utiliser à un moment donné où le taux d'imposition est faible, on va contribuer, puis quand on va le sortir, le taux d'imposition aurait été élevé, mais là, ça ne sera pas taxé. Donc ça, c'est bon. REER, c'est l'inverse. REER, c'est quand on fait beaucoup de revenus,
Plus tard, quand on va le sortir, on fait peu de revenus, on pense qu'on va avoir un taux marginal plus faible. Donc, cette question-là de REER versus CELI, c'est les taux marginaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du REER CELI? Ben, je pense que c'est là que Juan a peut-être une certaine difficulté ou qu'il ignore, c'est que le CELI, c'est pas un produit. Non, c'est ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça? Comment on le place? Est-ce que c'est un fonds commun de placement? Est-ce que c'est un fonds indiciel? Est-ce que c'est simplement des certificats de placement garantis? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la fois dans le REER et dans le CELI. Mais avez-vous étudié le rendement ou le rendement l'avez-vous observé? C'est ça, tout à fait. Pour la première fois dans cette étude-là, on a été calculer qu'est-ce que les gens font en moyenne dans le CELI, en termes affectifs. Je suis curieux. Et c'est pas très élevé en moyenne. Donc, on parle du 3% en moyenne que les gens font. Tout véhicule confondu? À l'intérieur du CELI, là, tout niveau de revenu confondu, tout âge, c'est à peu près 3%. Puis on observe les valeurs marchandes, les cotisations, les retraits. Donc, on est capable d'aller calculer le rendement. Et donc, 3%. Et ça varie beaucoup. Donc, 3%, là, quand on a de l'inflation de 2, ça veut dire un rendement réel de 1%. Ouais. Et par niveau de revenu, ça varie quand même beaucoup. Les revenus les plus faibles font à peu près 2% et les revenus les plus élevés, de mémoire, environ 4,5%. OK, les plus riches s'enrichissent encore là. Il y a une attention au produit. Un rendement plus élevé. Mais c'est sûr, donc c'est important ça, puis même pour planificateur, pour Juan, pour d'autres, quand on fait des hypothèses de rendement, c'est sûr, si on a un portefeuille plutôt sans risque, où on prend pas beaucoup de risques, ou peut-être on fait toutes sortes de retraits quand c'est pas le temps, quand le marché quand le marché plante et ainsi de suite, on voit qu'en moyenne, les gens font pas des très hauts rendements. Donc, les hypothèses qu'on met dans nos calculateurs, là, si on est tout seul à gérer... pas les exagérer. Faut pas, si on est tout seul à faire ça, là, en moyenne, les gens, on semble avoir... ça semble pas être super facile. Non. Puis les REER, avez-vous étudié qu'est-ce que ça peut aussi faire? On peut comme pas, rendement? pour des raisons nébuleuses. L'Agence du revenu du Canada, jusqu'à maintenant, n'a pas les valeurs marchandes des REER. Elle a les cotisations, les retraits, mais elle n'a pas encore les valeurs marchandes. Elle va les avoir à partir de l'année prochaine. C'est perdu dans le système Phoenix, je sais pas trop. On sait pas. On suppose qu'il y a deux hypothèses. Là. Ça peut être soit différent parce que le CELI, quand même, à l'origine, c'était vu plus comme un véhicule peut-être d'épargne un petit peu plus court terme, ainsi de suite. Donc, est-ce que les gens l'utilisaient vraiment pour placer à moyen, long terme? Est-ce qu'ils prenaient du risque dans le CELI? D'un autre côté, les planificateurs diraient, prenez du risque dans le CELI, faites du rendement parce que ça ne sera pas taxé au final. Donc c'est ça. On n'a pas... Mon hypothèse de travail, c'est que ça doit être assez similaire, mais ça se pourrait que ça soit un petit peu différent. OK. Pour Juan de Drummondville, on peut dire à son beau-frère qu'il faut s'intéresser aux produits et puis si ça ne rapporte pas, c'est peut-être que c'est pas un produit approprié qu'il a trouvé jusqu'à maintenant. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la première propriété, je crois que c'est un acronyme qui est assez long, mais ça veut dire finalement un CELI pour acheter sa première maison. Isabelle, il y a des angles morts à considérer de ce côté. Oui. Commençons toutefois par expliquer à nouveau qu'est-ce que le CELIAP. Donc, tu l'as bien mentionné, Fabien, c'est un compte d'épargne où on peut économiser de l'argent ou investir de l'argent à l'abri de l'impôt et pouvoir le retirer aussi totalement libre d'impôt pour pouvoir acheter notre première propriété. Ça a l'avantage de nous donner droit à une déduction fiscale comme le REER. Par contre, le gouvernement va nous plafonner ça. Là, donc, il va nous permettre de contribuer au CELIAP jusqu'à un maximum de 40 000 à raison de 8 000 de droits annuels. Donc, ça combine les meilleurs côtés, si je peux dire, du REER et du CELI en un outil qui est super avantageux pour les personnes qui veulent acheter une première propriété. Un angle mort, en fait, c'est que tout récemment, j'ai reçu une question d'un de mes collègues qui me dit « Isabelle, j'ai un client qui s'est ouvert un CELIAP. On lui a recommandé de s'ouvrir un CELIAP dès qu'il a eu 18 ans, mais il n'était pas capable de faire ses contributions. Puis ça fait déjà quelques années qu'il ne contribue pas. Est-ce qu'il se trouve à perdre ses droits de contribution? »
Bien, ce qu'il faut comprendre... Bon point, parce que c'est une croyance populaire Oui, qui dit que vous passez tout droit si vous ne l'ouvrez pas. C'est ça, c'est une croyance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement au CELI, le CELI, on a droit d'ouvrir un CELI dès qu'on a 18 ans. Si on n'ouvre pas de CELI à 18 ans, qu'on l'ouvre à 25 ans, toutes les contributions qu'on n'aura pas faites entre 18 et 25 ans vont se cumuler, puis à 25 ans, on va pouvoir mettre un gros montant d'argent si on veut. Le CELIAP, c'est différent. Nos droits vont commencer à exister uniquement le jour où on va ouvrir le compte. Donc, si on a droit d'ouvrir à partir de 18 ans, mais si on ouvre notre compte à 25 ans, c'est seulement à partir de 25 ans que nos premiers 8 000 $ de droits débutent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des droits qui sont cumulatifs comme le CELI. On a seulement le droit de reporter 8 000 $ par année. Donc, disons... Donc, à peu près une année à la fois. Une année à la fois. C'est ça. On peut reporter 8 000 $ de l'année précédente. Donc, dans le cas qui nous concerne, mon collègue qui me dit, bien, moi, mon client a ouvert le compte en 2023, il n'a pas fait de contribution en 2023, en 2024, en 2025. Est-ce qu'il a perdu ses droits? En fait, en 2026, disons qu'il ne fait pas de contribution en 2025. En 2026, il va avoir ses nouveaux droits de 2026, donc 8 000 $ et il va pouvoir récupérer l'année 2025. Oui, c'est vrai qu'il ne pourra pas récupérer 2023-2024. Par contre, le CELIAP a une durée de vie. Le gouvernement nous oblige à utiliser le CELIAP dans un délai maximum de 15 ans. Sinon, on va devoir fermer le compte. Par contre, on a 15 ans pour accumuler notre 40 000. Ce qui veut dire que si on n'a pas été en mesure de contribuer en 2023 ou 2024, bien, on va continuer de pouvoir contribuer en 2027, en 2028, en 2029. On va toujours avoir des nouveaux droits de 8 000 qui vont s'accumuler. L'inconvénient, c'est que si on l'a ouvert jeune, on n'a pas fait de contribution, puis que là, on désire s'acheter une maison dans 2 ans d'ici, bien, on comprend qu'on a seulement 2 ans pour effectuer du rattrapage et fort possiblement qu'on ne pourra pas mettre le 40 000. Mais si on n'est pas pressé puis qu'on a du temps devant soi, on ne perdra jamais nos droits de 40 000. L'autre chose que j'aimerais ajouter, si on n'a pas de nouvel argent qu'on peut déposer dans le CELIAP, il n'y a rien qui nous empêche, si on a accumulé de l'argent dans le CELI ou dans le REER, d'utiliser ces sommes-là. Donc, on pourrait, par exemple, retirer de l'argent de notre CELI pour faire notre contribution maximale à notre CELIAP, profiter de la déduction fiscale. Ou bien, si on a de l'argent dans le REER, le gouvernement nous permet de déplacer ou de transférer de l'argent de notre REER vers notre CELIAP sans facture d'impôt. Évidemment, le REER, on va déjà avoir eu notre déduction fiscale, donc on n'aura pas droit à la déduction une deuxième fois. Sauf que lorsqu'on va retirer l'argent du CELIAP pour faire l'achat de notre première propriété, on n'aura pas l'obligation de le rembourser, contrairement à si on avait retiré l'argent du REER puis utilisé le RAP. Donc, on a des options qui sont là, qui peuvent nous permettre de l'optimiser ou le maximiser le plus possible. Mais oui, il faut être bien accompagné puis bien suivre nos droits de contribution. Le balado, le planif. Le planif. C'est là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez des suggestions d'invités ou encore des thèmes, des questions de beaux-frères, vous m'écrivez à fm@fabienmajor.com. Aussi, je tiens à vous donner l'adresse de production pour vos besoins en montage, en location d'équipements et installations techniques. Vous avez une idée brillante de balado, alors écrivez à pub@cube.ca. Merci d'ailleurs du support à toute l'équipe technique de Cube. Le balado Le Planif est disponible en audio, en vidéo, sur l'application de Cube, mais aussi sur toutes les grandes plateformes mondiales de balado-diffusion et sur YouTube. C'est disponible à la radio web en passant et sur la chaîne télé Cube. Ici Fabien Major. À bientôt.